Une chose, c'est que je suis étudiant, je suis en alternance et j'arrive quand même à me faire de l'argent avec ça. Et je me dis que je suis pas à temps plein. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interviewe un ou une photographe qui fait de son expertise photo, de son savoir-faire, un moyen de gagner de l'argent. Alors je lui pose plein de questions, les questions que vous aimeriez lui poser, pour qu'à votre tour, vous puissiez vous aussi monétiser ou améliorer la monétisation de votre savoir-faire photo. Cette semaine, j'accueille le photographe Corentin Bonin. Corentin a la particularité d'être encore étudiant, alors certes plus pour très longtemps car il est en dernière année de master en marketing, mais c'est pendant ces années d'études qu'il a découvert la photographie et particulièrement la photographie de rue qu'on aime bien appeler la street photo. En à peine 4 ans, Corentin s'est forgé un style photo bien à lui, autour duquel il a su fédérer une belle communauté de 2800 followers sur Insta notamment. Et puis récemment, il a commencé à vendre ses tirages photos et ses prestations de shooting. Alors pendant cette interview, vous allez découvrir comment il a appris la photographie, comment Corentin a su justement développer son style photo, quel est son matériel photo, pourquoi et comment il est passé de Canon à Sony et sa technique pour augmenter ses ventes de tirages et bien sûr plein d'autres choses encore. Important, le son de mon côté pendant l'interview n'est pas optimal. J'en suis le premier désolé et quand j'ai découvert ça en montage, c'était bien trop tard évidemment. Alors que j'utilise un super micro de podcasteur, alors bon, pas d'inquiétude, ce que je dis reste parfaitement audible, mais bon voilà, il y a de l'écho, c'est pas le mieux. Bon, j'espère que ça ne vous gênera pas trop et promis pour la prochaine fois, je règle le souci. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Corentin. Salut. Vraiment très content de te recevoir. Bah moi aussi, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Mais franchement, le plaisir est, j'espère partagé, enfin je pense qu'il est partagé. Vraiment pour moi, c'est toujours un vrai plaisir de discuter avec des photographes que je connais. On se connaît pas tellement, à chaque fois c'est pareil. On va commencer par la fameuse question du simplement savoir voilà, qui tu es, ce que tu fais, où tu es situé. Ça marche. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Corentin, donc je suis photographe depuis à peu près 3 ans. Donc j'habite en Île-de-France. Donc à Livry-Gargan, je ne sais pas si les gens connaissent, mais je ne pense pas. Il me semble qu'il y a je sais pas pourquoi, ça me vient, mais je crois qu'il y a un club de handball là-bas, il me semble. Oui, il y a un club de hand en effet, ouais. Que j'ai déjà fait, j'ai déjà fait des photos pour eux en plus. Excellent. Voilà. Donc voilà, j'habite en région parisienne, je suis aussi étudiant. Donc je suis en dernière année de master en marketing et en data. Donc la photo c'est une deuxième activité en fait. Ok, c'est parfait, super. Donc tu as quel âge? Je sais pas si tu l'as dit, Quentin. Non, je l'ai pas dit. Non, je vais avoir 24 ans, donc mercredi. Voilà. D'accord. Donc 24 ans, ouais, c'est quand même plutôt la fin des études, quoi. Master, c'est 4-5e Alors année là, de je suis sur ma dernière année, donc il me reste encore quelques mois d'études, et puis après, à moi la vie de jeune actif. C'est ça. Alors, juste parce que bon, voilà, j'ai quand même pas toujours l'occasion de parler avec un étudiant, c'est le cas. Comment se passe ta dernière année d'étudiant avec le Covid là? C'est pas le sujet du jour évidemment, mais bon voilà, ça fait partie quand même de ton environnement, de ton actualité là en ce moment. Donc comment tu gères ça? Comment ça se passe? Bah, c'est un petit peu différent des dernières années que j'ai pu faire à l'école. Donc, à partir de l'année dernière, ça a commencé à être du distanciel. Donc, on a des cours à distance avec, tout est bien organisé pour qu'on puisse faire les cours à la maison. Et justement, là, on commence à avoir des cours en présentiel, donc ça fait plaisir. Donc, par exemple, ce matin, j'étais en cours en présentiel, donc ça fait du bien de voir un petit peu les camarades, les professeurs, etc. Donc, euh, donc non, en soi, là, c'était plus compliqué, on va dire, sur le début d'année de l'année dernière, parce qu'on savait pas trop comment gérer la chose. Mais là, ça c'est bien goupillé. On a des bons cours, des bons intervenants, tout est bien géré. Donc non, honnêtement, ça va. Bon, après, ce qui manque un peu, c'est le contact avec les gens, mais sinon, ça va. Ok, d'accord. Oui, parce qu'on voit quand même pas mal de situations très difficiles pour pas mal d'étudiants. En ce moment, c'est vraiment chaud pour eux. On en parle, mais peut-être pas assez d'ailleurs, je pense. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas
directement concerné parce que c'est un sujet qui, voilà, je sais que ça se passe comme ça, malheureusement pour pas mal d'entre vous. Hein. Mais effectivement, il fallait un tout petit peu en parler. Alors, ton parcours, allez, on va commencer par le parcours photo, Corentin. Ok. Et donc voilà, tu es étudiant, tu fais des études qui n'ont rien à voir avec la photographie. En parallèle de ça, tu fais donc de la photographie. Qu'est-ce qui fait que, voilà, un jour, tu t'es lancé là-dedans? C'était quoi ton déclic? Ou peut-être pas de déclic, hein, peut-être que c'est très très vieux tout ça. Comment ça s'est passé pour toi, Mhm. l'entrée dans le monde de la photographie? Alors ça a été, en fait, j'ai un ami qui fait de la photo depuis pas mal de temps, donc c'est mon meilleur ami d'ailleurs. Donc il avait un appareil photo, il faisait des photos à des soirées, etc. J'ai commencé à toucher un petit peu à son appareil et puis tout de suite en fait j'ai adoré en fait le fait de faire les réglages, faire des compositions, etc. Et donc c'est venu de là. Donc j'ai acheté mon premier appareil photo. Donc j'ai commencé la photo il y a 3 ans et demi, ouais, quasiment 4 ans. Donc j'ai commencé, voilà, j'ai acheté mon premier boîtier, j'ai commencé à faire des photos. Au fil des années, j'ai justement commencé à connaître plein de gens dans ce domaine, donc par le biais d'Instagram notamment. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé à connaître des gens, je suis sorti avec mon appareil, j'ai fait des photos tous les jours quasiment, et au fil du temps, bah, j'ai commencé à justement à me trouver, et, euh, et bah voilà, j'en suis ici du coup maintenant. Et donc, du coup, voilà, c'était un vrai, ce qu'on appelle attraper le virus, en fait. Hein. C'est ça, tu as vraiment C'est attrapé le virus de exactement la ça. photographie. Clairement, Ouais. je crois qu'il y a assez coup de foudre, virus, voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment ça. Euh, avant cette entrée dans le monde de la photographie, est-ce que tu avais aussi, voilà, une autre activité, on va dire, artistique, parce que la photographie, c'est quand même un domaine artistique, ou pas du tout, et que ça a été vraiment pour toi une vraie découverte, et, on va dire, technologique avec l'appareil photo, mais aussi une découverte artistique. Ouais, alors moi je faisais beaucoup de peinture. Donc j'ai fait de l'aérographe ou du graffiti. Donc voilà, ça c'est venu en fait de mon grand frère qui en faisait. Donc j'ai commencé à faire un petit peu de peinture. Et Et puis bah je pense que pardon, je te coupe Corentin, mais donc l'aérographe, graffiti, on a l'image d'épinal des graffeurs des banlieues, de l'activité qui n'est pas du tout encadrée justement et le côté vraiment très borderline, voire au-delà. Est-ce que le monde du graffiti, est-ce que c'est une activité qui peut être allez, faite sans taguer des murs sur lesquels on n'a pas le droit d'aller, par ouais, exemple? tout Tu vois, à est-ce qu'on fait. peut le faire dans des bonnes conditions? Tout à fait. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la mentalité du graffiti, c'est que de base, ça c'est venu dans la rue en fait. Donc c'est comme ça qu'on a découvert un petit peu le street art. Mais aujourd'hui, on a des terrains qui sont bah, soit abandonnés qu'on peut intégrer. Donc malheureusement, c'est pas autorisé, mais on reste quand même on préfère que quelqu'un fasse du graffiti dans un lieu abandonné que dans la rue. Donc en général, c'est toléré. Et on a également des lieux où c'est toléré. Par exemple, il y a le canal de l'Ourcq qui longe en fait une bonne partie de la région parisienne et qui va jusque Paris. Et en fait, bah, c'est complètement autorisé. Donc on peut tout à fait venir avec ses bombes de peinture et faire son chef-d'œuvre. Excellent. Non, alors c'est vrai qu'on n'est pas dans la photographie, mais on est dans le monde artistique. Donc du coup, il y a vraiment des ponts très directs entre ces deux univers-là, photographie et street art et graphisme, enfin et les graffitis. Est-ce que tu penses que cette école-là du graffiti te sert maintenant, t'a servi maintenant? Dans quelle mesure le fait d'être entré dans le monde artistique par l'aérographe, ça te sert maintenant dans la photographie? Bah, je pense que c'est plus sur les qualités personnelles. Je prends par exemple le fait d'être minutieux sur certaines choses. Le graffiti, faut être très minutieux, faut être très pointilleux sur les finitions, par exemple. Donc, peut-être pas du côté artistique, mais sur les compétences, on va dire qu'on cherche tout le temps à être perfectionniste, à être très propre, etc. Donc oui, je pense que ça a joué sur pas mal de choses. Ouais, j'imagine, ouais, carrément. Tu pratiques encore d'ailleurs cette Oui, activité? oui, Ouais. de temps en temps, bah, j'ai des amis qui font de la peinture très très souvent, donc ça m'arrive des fois de reprendre un petit peu
la peinture et d'aller dans des terrains. Mais moi, je suis pas trop parce que en fait, il y a deux types de graffiti. Il y a le graffiti en terrain et puis il y a le vandalisme. Moi, je suis pas trop de ce monde-là, du monde un petit peu je dégrade la ville, etc. Je suis pas trop dans cette mentalité. Je suis plus du genre à me dire bon, bah, on passe une après-midi entre amis et on fait nos différents dessins et je trouve ça cool justement. Ouais, et puis la communauté aussi qui est autour, forcément, ça, voilà, c'est important. Il n'y a pas que l'activité en elle-même, il y a tout ce C'est qui ça, ouais. gravite, hein, Ouais, les oui, gens qui voilà. sont autour, les connaissances que tu fais, bien sûr. Ouais. On revient sur la photographie. Donc, Yes. allez, donc tu rentres dans ce monde-là, tu as le virus, bah, voilà, c'est génial, tu ne veux pas t'en échapper et tu pratiques ça à fond. Tu rentres de plein pied là-dedans. Tu commences par quoi en fait? Par quel type d'activité photographique? Alors, ça en fait, enfin, j'ai fait pas mal de choses, on va dire. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la street photo. Donc, c'est ce qui m'entourait en fait. Donc, j'allais sur Paris, j'étais entouré de bâtiments, j'étais pas en pleine nature. Donc, ouais, la première chose qui m'est venue en fait en me baladant avec mon appareil, c'est photographier des bâtiments, photographier des gens, photographier pardon des moments de vie. Donc ouais, ça a été principalement la street photo. Et bah, c'est vrai que finalement, on se rend compte, enfin, c'est assez bateau ce que je vais dire, mais finalement, très souvent, les photographes, quand ils débutent, et même après, hein, d'ailleurs, hein, tout au long de leur activité, de leur carrière de photographe, finalement, le meilleur moyen de progresser, c'est de pratiquer souvent. Et le meilleur moyen de Ouais, pratiquer c'est ça. souvent, c'est de pratiquer, de faire la photographie de choses qui sont dans un environnement proche. C'est ça. C'est-à-dire que si tu dois te déplacer longuement, prendre ta bagnole longuement, en plus en ce moment c'est compliqué, si tu dois attendre, en gros c'est la matière première, ce que tu photographies, c'est pas disponible très vite tout de suite, c'est vite dur quoi, de pratiquer. Hein. Tu pratiques moins, pas beaucoup, C'est donc c'est ça. dur de progresser. Alors, et finalement, bah, c'est évidemment c'est un conseil facile, mais privilégier quand même quand on débute hein, de photographier des sujets photographiques qui sont proches de chez soi, hein, tout simplement. Hein. C'est ça. Et des endroits qui sont familiers. Moi, j'allais dans des endroits que je connaissais bien, où je me sentais bien. Et ouais, je pense que aller dans des endroits qu'on connaît, ça nous permet déjà de pouvoir créer quelque chose euh, plus simplement. Ouais, parce que tu connais les lieux en fait, tout simplement, la lumière, tout ça, et puis Oui, voilà. Et l'ambiance, puis, l'énergie qui s'en dégage. oui, et puis il y a des lieux aussi qui sont un petit peu emblématiques. Donc, je prends par exemple l'exemple du musée du Louvre, enfin de la pyramide du Louvre, enfin que au début j'ai shooté énormément, mais qu'aujourd'hui je shoote beaucoup moins parce que ça reste classique, ça reste moins difficile à créer quelque chose. Street photographie. Et tu as appris comment la photographie, vraiment sur le tas, avec, allez, avec les potes, ton pote d'ailleurs, hein, qui devait avoir un temps d'avance sur toi. Tu as pris des cours, tu as, je sais pas, lu des bouquins ou vraiment, allez, un peu, on va dire, à l'arrache. En gros, tu prends, tu vois ce qui se passe, ça marche pas, tu réessayes. Comment tu t'es démerdé en fait pour apprendre la photographie? Ok, alors bah tout simplement, je suis sorti avec mon boîtier. Au début, je shootais en automatique comme un débutant quoi. Bah ouais, bien sûr, ouais. Voilà, je me suis dit bon, allez, on shoot en automatique. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps que j'ai rencontré des personnes, donc j'ai pu apprendre justement à me, comment dire, à trouver déjà à passer en mode manuel et à commencer à toucher un petit peu au réglage. Et puis bien sûr, bah, il y a tout ce qui va être vidéo sur YouTube. Donc j'ai pas fait de formation directe. Je me suis formé sur voilà de la vidéo YouTube, des tutos, comment bien régler son appareil, comment faire des photos de nuit, comment faire de la longue exposition. Enfin toutes ces petites techniques en fait qui m'ont appris à avoir une base solide et ensuite développer mes compétences personnelles. Mais donc Donc, voilà, principalement sur YouTube. ouais, ouais, ok, ouais. Des tutoriels, de toute façon, c'est pas ce qui manque, évidemment. Hein, sur Oui, YouTube, carrément. ça, il y a vraiment des très bonnes chaînes. On peut avoir de très très bonnes choses, bien sûr. Alors, ce qu'on peut remarquer très vite sur ton feed Instagram, hein, quand on y va, c'est l'espèce de colorimétrie qui s'en dégage, l'ambiance qui s'en dégage, en fait, qui est particulière, qui est propre à toi, hein, clairement. Comment tu as allé développer ton propre style? Ça, c'est un truc qui revient toujours, hein, vraiment. Même d'ailleurs pour des photographes plus confirmés, hein, quand ils veulent aller sur une autre thématique photo que celle qu'ils ont déjà pratiquée longtemps, ben voilà, on s'oriente un peu, on fait des choses différentes. Donc
on tâtonne, on veut chercher un style, et c'est ce fameux style des fois qu'on n'arrive pas à trouver. Toi, j'ai l'impression qu'il est bien là, ton style. Tu peux nous en parler un petit peu de ça, comment tu l'as développé? Alors, bah, développer son style, je trouve que c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on a tendance à s'identifier à des personnages, des créateurs. Et donc, on a toujours tendance à vouloir ressembler aux autres. Donc, c'était un petit peu le cas au début. Donc, j'avais des edits d'une photo à l'autre qui étaient très différentes. Mais au fil du temps, en fait, en découvrant des comptes Instagram, en faisant mes propres photos, etc., en travaillant mes retouches, j'ai commencé à apprécier une certaine retouche. Et en fait, bah, plus on va travailler ces photos, plus on va créer du contenu, plus on va justement en fait se découvrir. Et c'est en fait avec le temps que j'ai pu bah, me faire un style et développer en fait ce que je développe actuellement. Tu le définirais comment ton style? La question n'est pas facile, hein, mais en Ouais, quelques mots, c'est ce serait quoi si on disait, voilà, tiens, tu voudrais que si j'interviewe quelqu'un qui te suit, qui t'aime bien, qui aime bien tes photographies, et je lui dis, et je lui demande, allez, Corentin, c'est quoi son genre de photographie? Il répondrait quoi? Tu voudrais qu'il réponde quoi? alors moi j'aimerais bien qu'il réponde bah, qu'il sort des photos assez moody, donc des photos assez sombres, très contrastées, qui dégagent en fait une petite histoire derrière. Donc ouais, je pense que enfin, j'aimerais bien qu'on me dise ça de ma photo. Une Donc ambiance assez chargée, j'ai l'impression, en fait, hein. c'est ça, voilà. C'est ça Ouais, exactement. Après, d'accord. c'est difficile aussi de toujours reproduire la même ambiance, étant donné qu'on n'a pas toujours la même lumière, on n'a pas toujours la même ambiance, on n'a pas toujours la même, oui, la même ambiance. Enfin, et donc du coup, c'est très difficile de faire ressortir la même ambiance sur chaque photo. Et donc c'est encore enfin, je rencontre encore ce problème parce que des fois je vais shooter sur Paris, des fois je vais shooter dans des régions en France et l'ambiance est totalement différente et j'aime beaucoup justement travailler sur ça et donc d'essayer de reproduire en fait la même ambiance sur des photos totalement différentes. D'accord. Et c'est intéressant parce que tu vois, il y a vraiment deux écoles, j'ai l'impression, à part de discuter lors de ces interviews, justement, la dernière interview avec Vincent Schneider, Mhm, et c'est pas mieux ni moins bien, c'est juste différent, une approche complètement différente, qui est tout aussi respectable l'une que l'autre. Vincent, lui, par exemple, il a un feed qui est moins, allez, on va dire, alors c'est pas harmonieux, mais moins régulier que le tien, tu vois, il y a vraiment des mhm. vraies différences de photo à photo en termes de, oui, justement, de colorimétrie, d'ambiance. Parce qu'il disait simplement, voilà, moi, chacune des photos a une histoire propre. Quand j'ai pris la photographie, j'étais dans telle ou telle émotion, tel ou tel sentiment. Et après la Ouais. retouche, post-traitement, bah, je vais aller vers cette émotion-là qui peut être donc forcément différente et avec un rendu différent. Toi, tu es finalement sur un espèce de fonctionnement un peu inverse qui serait de reproduire la même ambiance parce que c'est ton style, justement. Voilà, il n'y a pas vraiment de question derrière ça, mais alors Mais, si, mais peut-être une, mais c'est pas une question piège, mais moi, est-ce je que, rejoins l'idée en tout cas ouais, de ce photographe parce que j'ai rencontré ce souci aussi. Je me suis dit, mais attends, Corentin, tu as plein de photos qui ne se ressemblent pas, mais tu peux pas les poster. ah Donc c'est oui, en fait dommage, tu as voilà, du contenu, un peu prise au piège par ton c'est ça. finalement ton style, voilà. Ouais. Voilà. Donc Alors après, du moi, coup, je me comment suis tu dit, comment tu fais? comment je fais? Bah, je vais en profondeur sur la photo, j'essaie de recréer quelque chose et ça m'arrive aussi de mettre certaines photos de côté. Et de ne pas les publier tout simplement, quoi. En tout cas, pas sur Voilà, ton Instagram. voilà, c'est ça. Je les publie pas sur Instagram. Après, j'essaie justement de les mettre sur mon site internet ou sur Twitter. Je suis beaucoup sur Twitter, donc je partage pas mal de photos sur d'autres réseaux en fait. Donc ouais, malheureusement, quand on essaie de préserver un feed, bah c'est compliqué de vouloir tout poster et c'est un blocage. Hein. Moi personnellement, des fois je suis très très frustré parce que je fais une super photo mais je peux pas la poster. Donc en tout cas, je rejoins totalement l'idée du photographe précédent. Ouais, exactement. Ouais. Non, voilà, c'est bon, c'est pas question de faire un débat sur Instagram, mais voilà, il y a du pour, du contre évidemment, hein. Il y a C'est ça. il y a des contraintes. Alors, c'est comme la photographie en fait, hein. C'est une sorte de contrainte qu'on s'impose finalement, avec lesquelles il faut savoir jouer, voilà, trouver un bon équilibre. Encore un petit peu sur la thématique photo. Est-ce que tu photographies lumière naturelle, flash? Euh, voilà, comment toi tu gères la lumière dans tes prises de vue? Alors moi, en fait, ça dépend. Donc
Pour tout ce qui va être paysage, etc., ça va être uniquement mon boîtier. Donc je vais pas jouer avec une lumière artificielle, ça va être la lumière que j'ai au naturel, sinon rien. Et pour du portrait, ça m'arrive d'utiliser un flash, mais c'est plus pour de l'événementiel. Donc si c'est du portrait, on va dire un peu, euh, on va dire lifestyle, je ne vais pas utiliser de flash étant donné que je fais ça en journée. En fait, tout dépend un petit peu le contexte, mais voilà, on va dire que pour du paysage, ça va être sans flash. Pour de l'événement, ça va être avec du flash. Et pour du street portrait ou du lifestyle, ça va être sans flash. Ouais, ouais, ok. Oui, mais voilà, c'est selon la situation, tout simplement, quoi. T'as pas de. Oui, voilà, on Là-dessus, s'adapte. t'es pas borné, tu t'adaptes, Mm. effectivement, ouais. Il y a des commentaires super intéressants, là, qui défilent sur les Ouais, commentaires donc, du live, notamment sur le cas du feed, hein. Donc, il y a Claude Ham qui propose, effectivement, on le voit souvent d'ailleurs sur certains comptes, de faire des séries sur une thématique, sur une colorimétrie, sur une ambiance particulière pendant, allez, 9 photos par exemple pour avoir un joli carré qui va se ouais, dessiner. Et après passer à un autre thème. Il y a le photographe nature, macro, Bastien Riu qui fait ça très très bien. Alors lui, c'est sur des ouais. séries de 3. Mais ça implique, c'est une contrainte aussi, hein, du coup. C'est ça, C'est-à-dire que c'est une contrainte, ouais. il faut avoir comment dire, un bagage, en tout cas un paquet de photos sur une thématique particulière pour pas être prise au piège aussi. Alors ça peut être aussi une contrainte créative, c'est-à-dire qu'en gros, c'est ta série de 6 photos sur cette thématique-là, bah, il t'en manque une, donc il faut que tu la fasses. Donc ça peut te faire sortir aussi de ta zone de confort pour aller faire une photographie sur cette thématique-là, alors que ce n'était pas prévu. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que oui, Instagram, on pourrait dire que ça peut-être, dans certains cas, limiter la créativité parce que ça t'oblige à garder un feed, aller plus Ça loin t'oblige dans à une travailler thématique quelque photo. chose, quoi. Exactement, ouais. Donc, Ça dépend de l'état d'esprit, le mindset de chaque personne. Donc, ouais, pour moi, mais je rejoins aussi cette idée sur le fait que bah, ça te bloque, mais que d'un côté, tu es obligé de t'adapter et de créer quelque chose pour justement faire un truc assez harmonieux. Donc ça se joue. effectivement, ça se joue comme tu dis. Je t'ai pas demandé, Grandin, t'as quel boîtier, quelle marque, quel objectif? Alors, moi, j'ai commencé sur un Canon, donc j'avais un 800D, donc avec un 17 50 mm. Donc c'était mon premier boîtier, je l'ai eu pendant quasiment 3 ans. Et puis là, j'ai un petit peu upgradé, je suis passé chez Sony, donc j'ai pris le Sony A7 III avec c'est quoi l'objectif? C'est un 24-70 de chez Sigma. Ok. Alors, Donc bah, j'ai pas prévu d'aller sur ce terrain-là, mais on y est, donc bah, voilà, j'y vais avec grand plaisir. Allez, qu'est-ce qui t'a fait switcher de Canon à Sony? Alors voilà, on va pas y passer trop longtemps non plus, mais pardon, c'est intéressant parce que on est quand même dans un moment là aussi un peu charnière hein, depuis quelques années maintenant, mais vraiment là maintenant, je pense sur les hybrides, Sony qui est vraiment très fort hein, depuis longtemps, mais encore plus maintenant, je pense. Donc voilà, il y a pas mal qui switchent. Hein. J'ai vu dans la photographie nature ce que je connais le mieux, les gens que je suis sur Instagram, photographie animalière, pas mal passent chez Sony justement. Toi, c'était quoi ta motivation? alors la motivation, ça a été que bah déjà j'avais un boîtier qui était amateur. Donc même si grâce à ça j'ai énormément appris, en fait avec ce boîtier j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire avec. Et donc j'avais des amis qui étaient sur Sony, donc je crois que c'était le A7 II. Et donc j'ai testé et j'ai vraiment adoré en fait le fait de pouvoir avoir en fait dans la Dans le visée viseur. directement, ouais, dans le viseur directement l'image qu'on voyait en fait, enfin la photo dans le viseur. Et ça c'était vraiment incroyable. Donc et en fait ça c'était beaucoup pour l'événementiel parce que pas mal de fois où bah, dans le speed, j'ai tendance à changer de coin, la lumière change, et donc de pas réadapter les réglages. Et donc le fait de mettre à l'œil, ça me permettait de voir vraiment ce que je prenais. Donc il y avait déjà ça. Et ensuite, il y avait aussi, enfin, je voulais un boîtier qui me permette et de faire de la photo, mais aussi de la vidéo, parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément et je commence à me pencher justement dessus. D'ailleurs, Donc tu le dis, hein, tu t'en caches pas, hein, c'est marqué photographe vidéaste hein, sur ton site. oui, voilà. Parce Ouais. Exactement. Donc là, je veux vraiment me mettre
dans la vidéo et du coup dans la photo. Enfin, passer sur justement un Sony, ça me permettait de toucher un petit peu à tout à la fois. Et d'avoir un boîtier quand même très très pro sur la partie photo. Et ça compte ça alors moi je suis pas d'événementiel donc du coup je suis mal placé pour en parler, mais est-ce que ça compte dans le regard de tes clients, de ceux qui vont photographier, l'aspect de l'appareil? En gros, les Oh, gens se disent oh il a qu'un petit machin, c'est pas un gros truc, non, tu vois pas ça? non, je le vois pas. Après, c'est beaucoup à l'objectif, pas au boîtier. Donc, quand on sort un 70-200 et qu'on sort un petit 50 mm, on a tout de suite quelque chose de plus imposant. Donc, c'est sûr que quand une personne lambda voit un gros appareil photo, il se dit tout de suite lui, il doit faire de belles photos. Mais sinon, quand tu vas sur de l'événementiel, les gens ne prêtent même pas attention à ton matériel. Ils vont prêter vraiment attention à ce que tu fournis en fin de prestation, quoi. Ouais, complètement. Oui, c'est ça. De toute façon, l'important, c'est, Ouais, en ouais, gros, c'est que les gens viennent te chercher pour un type de photographie que tu leur ouais. promets, hein, voilà, parce qu'ils aiment ce que tu fais, donc ils vont te chercher pour ça. Et il faut que tu leur livres ce qu'ils sont allés chercher, tout simplement, bien sûr. Ouais. Ouais. Mhm. Et est-ce que, parce que quand on switch hein, d'une marque à une autre, évidemment, il y a tout le parc optique à changer. Ouais, C'était une vraie réflexion pour toi ou comment tu as géré ça aussi? ouais, carrément. Alors bah là, c'est très récent, hein. Je suis passé chez Sony il y a allez, 4-5 mois. Donc c'est vraiment récent. Et justement, en fait, je ne savais pas du tout quoi prendre comme objectif. Il me fallait un objectif très polyvalent. Donc c'est celui que j'ai pris, donc le 24-70 de chez Sigma. Et donc du coup, je me suis fixé de me prendre deux autres objectifs pour en fait faire une range d'objectifs assez large. Donc là, j'ai le 24-70. Je vais prendre le 14-24 de chez Sigma. Je vais rester chez Sigma, je pense, parce qu'ils sont vraiment quali. Et le 70-200 de chez Sigma. Voilà. Donc là, tu as du 14 mm ou 200 mm, ce qui fait quand même, C'est pour ça, couvrir tes sujets photographie aussi large soit-il, c'est quand même plutôt pas c'est mal. ça. En tout cas, c'est mon objectif. Hein, je les ai pas encore, mais vraiment à terme, justement en monétisant, comme tu disais tout à l'heure, mes différentes activités photo, j'espère pouvoir investir rapidement dans du nouveau matériel. Ok, alors bah, on y vient, mais juste une petite dernière question, ce que j'avais dit Yes. justement qu'on en parlerait et je n'ai pas parlé encore. Ce sont tes sources d'inspiration. C'est important, hein, vraiment, parce que voilà, comment se nourrit, comment un photographe, toi, comment tu te nourris de l'image, je sais pas, de l'art en général, comment tu vas les piocher à droite et à gauche pour toi retranscrire ce que tu ressens, ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu vis justement, comment tu fais? Alors là, on va dire que moi, je divise la chose en deux temps. Donc, il va y avoir tout d'abord ce que le créateur va faire, donc ce qu'il va proposer, si c'est des retouches que j'aime, si ce qu'il fait en général bah, m'inspire. Et il y a la deuxième partie, c'est la personnalité de la personne. Donc ça, je trouve ça vraiment important parce que quelqu'un qui propose des photos mais qu'on ne voit pas du tout sa personnalité, son apparence, je trouve ça un peu, je vais pas dire dérangeant, mais en tout cas, j'arrive mieux à me, comment dire, je sais pas, T'identifier, en tout cas, voilà, à, à oui, à m'identifier, comprendre, à comprendre ton voilà, travail, c'est ça, ouais. à Ouais. m'identifier à la personne. Donc voilà, c'est ces deux critères. Et donc moi, j'ai quelques photographes qui m'inspirent. Donc j'ai Mixplore, donc c'est un photographe allemand donc, il fait de la photo en fait très très moody. Qui est dans ta thématique photographie, hein, dans le même monde. Alors, on va dire ça un peu comme ça. Après, lui, c'est vraiment des photos vraiment très très dark, très sombres, avec en général un sujet au milieu en veste jaune. Donc, c'est vraiment très 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 spécial, mais c'est vraiment un style que j'aime énormément. Par contre, là, lui, ne se met pas du tout en avant. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà. Et après, j'ai un autre photographe que j'aime énormément, c'est Pifou. Ouais, Mixplore, donc juste Mixplore, Mix, Plor. Plor, Mixplore, voilà. Yes. Et Pifou, Et Pifou. P-I-F-O-U. Voilà, c'est Pifou, donc c'est son nom de famille. Il s'appelle Alexis Pifou, donc c'est un photographe. Ah, c'est son vrai nom, c'est pas un pseudo en plus, d'accord, c'est son vrai Non, nom. non, Ok, c'est ça marche. son nom de famille. Et du coup, D'accord, d'accord. du coup, il vit au Canada. Et donc, en fait, il fait des photos, pareil, assez moody, assez minimalisme et minimaliste, pardon.
Et il a un mood très très spécial et j'adore ce qu'il fait. Et aussi, ben, lui, il est très présent avec sa communauté, donc il organise souvent des lives, il discute énormément, il passe sur les comptes, il répond en privé, il a une chaîne YouTube où il met des vidéos, notamment il fait des mercredis. Donc c'est tous les mercredis, bon, je ne sais plus si c'est tous les mercredis, mais en tout cas le mercredi, il poste des vidéos avec justement en fait des tutoriels sur comment il retouche ses photos. Et donc je me suis beaucoup inspiré de ce gars et franchement, je vous conseille vraiment de le suivre. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est la première fois que j'entends de la bouche d'un photographe que pour lui c'est important d'avoir et les photographies d'un autre photographe, mais en plus d'avoir son visage, d'avoir sa personnalité, d'avoir une partie de sa vie, hein, voilà, de sa vie privée. Alors bien sûr, après il partage ce qu'il veut partager, mais et j'ai rarement entendu ce discours-là. Alors moi, je milite pour que les photographes qui ont un compte Instagram, qui ont une page Facebook, qui ont un blog, justement se mettent en avant, parce que pour moi c'est super important, et tu l'as dit, hein, c'est pour Ouais, ouais, euh, ça permet mieux plein de choses. sentir, quoi. Ça Ouais. permet Donc plein de choses déjà. toi tu le fais alors Moi, du coup ça. alors moi justement, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire avant, mais j'essaie de le mettre de plus en plus en avant. Justement, j'essaie de montrer un peu plus ma tête, un peu plus de montrer mon quotidien, et c'est très compliqué. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça permet de justement de faire un pas et de se donner un peu plus de visibilité, quoi. Ouais, mais c'est important. Alors, euh, si on revient, allez, 8 mois en arrière, on prend mon feed Instagram, il y a zéro photographie de moi, hein. Maintenant, 1 sur 3, ou voire 2 sur 3, c'est moi. Et c'était aussi un vrai travail sur moi. Je me suis fait coacher, j'ai pris le temps voilà, de cogiter aussi, de prendre du recul. Mais clairement, c'est un vrai passage, une vraie mise en action. Et tu as dit que c'était compliqué. Alors, loin de moi l'idée de faire de la psychanalyse, hein, mais qu'est-ce qui fait que c'était compliqué pour toi, en fait, pour que ça puisse éclairer ceux qui sentent, ce serait bien qu'ils y aillent, mais qu'ils n'osent pas franchir le pas. Bah moi, ce qui m'a bloqué, c'est le fait de parler à face caméra, hein. C'est quelque Ok. chose que j'arrive pas à faire. Et déjà, là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, je l'avais Eh déjà fait ben, auparavant, tu fais mais superbement bien, hein. Franchement, Corentin, c'est parfait. ah ouais, Honnêtement, c'est parfait. Ouais. c'est super cool. Du coup, je vais essayer de le faire un peu plus. Mais ça rejoint un peu l'idée aussi de Clubhouse ou le fait d'échanger avec des gens. Enfin, franchement, échanger avec des gens, c'est beaucoup plus on va C'est dire que ça enrichissant, nous quoi. forme, ouais, enrichissant et Ouais. ça nous forme beaucoup plus. Mais oui, moi, si je peux donner un conseil, c'est en foutez-vous des gens qui sont Ouais. derrière leur téléphone et postez quoi. Bon, ça arrive de faire des erreurs, de se tromper sur quelque chose ou de faire des petites fautes de français, mais ça, c'est pas un souci. Donc honnêtement, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est mettez votre tête sur Instagram et partagez un petit peu votre quotidien sans avoir honte et sans avoir peur du jugement. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi, évidemment. Et puis après, ce qui peut rassurer également, c'est de se fixer deux spots. Alors, ce que j'appelle des spots, c'est des spots de vie. Voilà. Fixez-vous 2 spots de vie que vous vous autorisez à partager. Votre quotidien de photographe, par exemple, et puis pourquoi pas un autre truc un peu plus perso, mais qui reste, comment dire, dans lequel vous êtes à l'aise, quoi. Et quand on se choisit 2 spots de vie comme ça à partager, et qu'on s'y tient, ça donne une espèce de pilier d'assurance, tu vois, ça donne un cadre. Et souvent, ce qui peut, je pense, faire peur à ceux qui ont envie de se lancer voilà, dans la personnalisation de leur compte Instagram et puis d'autres réseaux aussi, c'est le fait de ne pas avoir de cadre, tu vois. Juste, ils se disent, il faut que je parle, il faut que je me montre. Mais ça, en se disant ça, ça laisse une espèce de champ de possibilités qui est juste énorme et ça fait peur. C'est ça peut-être aussi qui fait peur, tu vois. C'est Ouais, ouais. cette espèce d'océan qu'on a devant nous et comment on gère ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est en gros, c'est se tracer finalement 2 lignes d'eau, tu vois, hyper balisées, et tu te dis, je ne partage sur moi que sur ces 2 choses-là, quoi. Donc, évidemment, ça peut être ton quotidien de photo, ça peut être comment tu te formes en photographie, ça peut être ton matériel photo, et puis ça peut être dans ta sphère privée, tes voyages, pourquoi pas, tu vois, C'est ça, exactement. Moi, c'est ce que je partage, c'est ça, voilà. personnellement. Je partage et mon activité photo, donc je partage quand je vais faire des shootings, quand je sors. Bah, par exemple, là, j'ai fait développer des pellicules argentiques, donc c'est tout nouveau pour moi, mais du coup, j'ai partagé un petit peu tout ça. Et je partage aussi beaucoup mes voyages, mes trips. Et justement, les gens s'intéressent beaucoup à ça et j'ai beaucoup de retours comme quoi, bah, comment tu fais
pour voyager, parce que je voyage beaucoup avec d'autres photographes et on arrive à trouver des petits partenaires pour justement voyager. Et donc, j'ai pas mal de retours sur ça. Donc, Corentin, ça fait allez, 3 ans et demi, presque 4 ans que tu photographies. Ça fait pas beaucoup en fait, hein, c'est pas oui, énorme. non, c'est très peu, ouais. C'est très peu, hein, c'est vrai. Hein. C'est très Donc tu peu, as ouais. déjà une sacrée, un rendu vraiment qui est très, très assuré. C'est vrai que quand on voit tes photographies, ça en dégage une espèce de maturité, je trouve. Alors, voilà, dans les images, ça peut être partagé, par exemple, la vie de son lapin. Et effectivement, ouais. Je lisais un commentaire de Fred. C'est vrai que moi, je partage la vie de mes animaux à la maison. Ça fait partie de mes piliers que j'ai décidé de partager. Alors, parenthèse fermée. Donc, ça fait pas très longtemps. S'en dégage pourtant une sacrée maturité. Et aussi, tu as franchi le pas de la monétisation de ton expertise, de son savoir-faire photographique. C'est ça. Alors, je te demanderai juste après, qu'est-ce qui fait que tu as franchi ce pas-là, ta motivation, comment tu t'es lancé. Mais juste avant, comment tu monétises? Quelles sont tes choses que tu vends? Ok, alors, il y a plusieurs choses. Donc après, en tant qu'étudiant, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait trouver le temps justement sur les week-ends, le temps libre, parce que c'est des fois pas mal compliqué de gérer et les études, mais également l'alternance parce que j'ai un poste en alternance à côté de ça et tout ce qui va toucher à la photo. Donc ça a été un petit peu compliqué au début, mais au fil du temps, on arrive à se trouver un petit peu du temps et à monétiser tout ça. Donc moi, j'ai fait plusieurs choses pour gagner un petit peu d'argent. Donc déjà, j'ai vendu un petit peu de mes photos. Donc ça, je le fais depuis, on va dire, à peu près un an. Donc j'ai commencé à faire des annonces sur Instagram, comme quoi je venais que je vendais des prints. Et donc les prints, ça a bien marché. J'ai fait quelques ventes, ça m'a rapporté un petit peu d'argent. Mais Donc là, tu vends, en gros, les gens sur Instagram te contactent directement, t'envoient un DM. c'est Corentin, ta ça. photographie là, elle me plaît, je voudrais l'acheter. Et toi, tu l'as fait imprimer, tu lui livres la photo, la photographie C'est imprimée. ça, c'est ça exactement. Donc je n'ouvre pas tout le temps les ventes, c'est-à-dire que je fais donc, par exemple de telle date à telle date, je fais du print. Donc les Tu gens raréfies, tu voilà, raréfies c'est en fait ça. Faut le truc. exactement, Super. exactement. Ouais, faut raréfier un peu la chose parce que sinon en fait, bah tu te retrouves à avoir une vente par-ci par-là et t'arrives pas à avoir l'impact en fait que ça a vraiment sur euh, bah, sur sur ton travail quoi. Donc ouais, j'essaie de faire des, euh, de fixer des dates et donc sur ces dates pardon, j'ouvre du coup ma boutique de print. Ça, c'est un super conseil. Vraiment, de toute façon, dans la vente, hein, que ce soit en photographie ou ailleurs, hein, peu importe, il y a comment dire, deux paramètres qui vont vraiment inciter les gens à passer à l'action et à acheter. Parce qu'on est tous pareils, hein, on procrastine, hein, on Ouais, repousse c'est ça. tous l'achat, hein, c'est clair. Hein, oh, je le fais plus tard, ah, pas tout à fait le moment, ça peut attendre encore un petit peu, et puis on n'ose pas se lancer, donc on n'achète pas, on est tous pareils. Donc pour inciter vos futurs clients et donc vos prospects actuels à acheter, hein, alors on ne force pas la main, hein, c'est tout à fait éthique, hein, il n'y a pas de problème avec ça, hein, mais c'est simplement de mettre on appelle ça en bon vieux jargon américain, alors c'est des deadlines, oui, mais il y avait un autre mot, bon, j'ai oublié, peu importe. En gros, c'est la rareté que tu apportes. C'est la rareté par le temps, c'est-à-dire qu'en gros, comme tu fais, ben, ça se finit, c'est ouvert de lundi à dimanche et dimanche soir c'est fini. Il y aura pas de sens de rattrapage. Il faut être très clair là-dessus et très allez, rigide en fait là-dessus. Et la deuxième chose qui marche également bien, c'est de faire de la rareté par le nombre de prints disponibles. Parce que là on parle de prints, Ouais, bien c'est de sûr, dire, ben, carrément. voilà, il y a juste, en gros, voilà, j'ouvre les ventes. Bon, il n'y a pas de date limite, mais sachez que il y a 10 impressions dispo. Alors, tu peux dire, je les ai déjà imprimées, il n'y en a que 10 dispo, il n'y en aura pas une de plus. Et sachez que vous êtes 2000 sur ce compte-là, ça peut partir vite. Donc voilà, jouer sur ces deux paramètres-là, ça, disons que ça va, c'est pas forcer la main, mais ça va aider tout simplement les gens à passer à l'action. Oui, bah c'est des techniques un peu marketing hein, et c'est ce que font, comme tu disais, les entreprises. Quand on a les ventes privées, les soldes, C'est ça. les offres anniversaires, etc. C'est des offres, on va dire, comme tu dis, rares. Donc ça va inciter en effet à l'achat. Ouais, c'est ça. Bah, toi, il y a Léo 4 qui donne ce commentaire Ouais, vraiment qui est parfait. C'est la technique du FOMO. Alors, c'est un acronyme anglais, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, évidemment. Hein. Ça, c'est notre cerveau reptilien qui joue là-dessus. Enfin, oui, voilà, qui s'active. Ok, donc,
tes prints, est-ce que tu as vendu d'autres types de choses? Après, je vends de la prestation principalement, Ouais. donc je vais faire du portrait, je vais faire aussi du corporate un petit peu, et j'ai fait, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais pas mal d'événements. Donc j'arrive à faire du mariage, du baptême. J'ai aussi pas mal de contacts dans la communauté juive, et donc je fais pas mal de bar mitzvah, coupe de cheveux, etc. Donc, Ok. euh, donc ouais, il y a beaucoup d'events, enfin, je vais pas dire beaucoup de portraits parce que c'est pas quelque chose aussi que j'apprécie. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais c'est pas quelque chose qui me passionne vraiment. Donc, il y a toute la partie portrait que je fais aussi un petit peu. D'accord. Donc, ce qu'on voit sur ton compte, c'est ce qui peut être imprimé et donc tu vends ça. Ça te permet également de te faire connaître, mais finalement, ton compte, tes photographies que tu mets sur ton fil Instagram, c'est pas finalement ces photographies d'event corporate. Bien sûr. Alors, Ça, ça, pas toujours. Donc, en gros, donc la question qui vient, c'est comment, autant pour les achats de prints, c'est OK, les gens te suivent, c'est tes fans, ils achètent, c'est parfait. Euh, mais pour les events, par exemple, pour les corporates, pour les portraits, euh, est-ce que je veux dire, c'est pas ta clientèle, elle n'est pas sur ton compte Instagram finalement. Ou, voilà, comment tu fais Oui, pour aller les voilà, chercher ces gens-là? c'est une communauté tout à fait différente, comme tu dis. Après, je pense que faire de belles photos, de la photo de nature, c'est compliqué en fait. Bon, en tout cas, je me suis pas je me suis pas penché sur le sujet, mais c'est compliqué de faire de l'argent avec de la photo artistique comme je fais par exemple. Donc, je pense que voilà, j'ai deux mondes. Donc, j'ai le monde de la création vraiment qui me tient vraiment à cœur et que j'aime énormément faire. Mais j'ai également l'autre côté qui me permet de faire entrer un petit peu d'argent, de pouvoir investir dans du matériel, etc. Pareil, hein, pas de question piège, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est, allez, juste là pour faire entrer de l'argent et voilà, bon, faut le faire, ou tu aimes quand même ça, c'est un autre domaine photographique, tu l'explores également, c'est pour toi, ce sont des challenges, tu prends dans quel état d'esprit en fait la photographie d'event ou de Alors corporate par exemple? la photographie d'event, je trouve ça vraiment cool parce que ça force à être vraiment constamment focus sur ce qu'on doit faire. Tandis que quand on fait de bah, euh, la photo par plaisir, on a tendance voilà, on fait de la photo, on se balade, on est un peu plus chill. Et donc quand on est sur de l'événementiel, là, il faut vraiment rester focus. On cherche vraiment à être le plus professionnel possible. Et donc ouais, il y a toute cette partie un peu challenge que j'aime beaucoup. Est-ce que le bouche à oreille pour toi ça fonctionne bien? Est-ce que tu as des méthodes pour activer ça finalement, tu vois, pour renforcer l'arrivée de clients qui viennent de recommandations? Déjà, c'est quelque chose que je faisais pas du tout et que je vais mettre en place, mais c'est les cartes de visite. Je sais que sur beaucoup d'événements, tu te balades un petit peu je sais pas, si c'est une soirée, tu te balades dans la soirée et tu as tendance à rencontrer des gens qui vont discuter avec toi et qui vont te dire, ah, tu es photographe, bon, bah, toi, t'as pas le temps, tu peux pas lui dire, oui, je suis photographe, tu peux me suivre ici, tu peux aller sur mon site. Donc, tu lui balances ta carte de visite et là, tout de suite, il a quelque chose de tangible et donc il peut te recontacter plus tard. Et donc ça, c'est une technique qui marche plutôt bien, en tout cas La bonne dans vieille carte de visite, quoi. voilà, la bonne vieille carte de visite, ça marche super bien. Et après, il y a aussi le relationnel que tu vas avoir avec ton client. C'est énormément important d'avoir un super relationnel. Bon, après, voilà, ça se passe bien ou ça se passe mal, ça arrive. Mais voilà, j'essaie de forger à chaque fois une bonne entente, de lui fournir vraiment une presta de qualité. Et bah, si la prestation est bien faite, pardon, en général, il te conseille et il te rappelle. Il te rappelle et puis il peut justement te promouvoir auprès de son Exactement. réseau aussi, hein, et Ouais, bien bien sûr. sûr. Je reviens sur les prints. Yep. Comment sont livrées tes photos alors peut-être alors, pour les prints, mais peut-être également, en fait, non, mais pourquoi pas que sur les prints aussi, Ouais. sur tes prestations d'événements. Voilà, les photos, donc quel format, support, euh, ta réponse là-dessus? Alors, moi, donc c'est tout récent, les prints. Ce que j'ai fait, donc j'ai contacté plusieurs imprimeurs. Je voulais avoir un petit peu, je voulais savoir un petit peu comment ils travaillaient. Et du coup, j'ai trouvé une agence qui s'appelle Picto. Donc, c'est une agence d'impression sur Paris.
Et donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai des demandes, je passe directement commande sur leur site internet en envoyant ma photo. Je mets l'adresse du client et le client reçoit directement son print à la maison. Voilà. Ok. Ouais, Après, donc ça passe pas par chez toi. non, ça passe pas par chez moi, mais j'aimerais bien des fois voir ce qui est fait. Parce que des fois, j'envoie des photos, je sais pas ce qui a été fait, le print est peut-être un peu sombre, le print est peut-être un peu cramé. Enfin, il y a des choses à voir. Il faut que je retravaille ça du coup. Et si Mais tu veux voilà, moi. signer, par exemple, tu veux signer ta photographie, mettre un petit mot, mettre une petite attention, tu vois, allez, je sais pas, Alors, merci pour ta ouais, commande, tu peux le faire quand même ça? ouais, tu peux le faire. Il suffit de contacter en fait l'agence. Et donc l'agence ensuite, bah, tu leur dis ce que tu veux mettre. Et je crois même que sur leur site, tu peux intégrer des signatures. Mais il me semble que c'est payant et que j'ai pas testé encore. D'accord. Ok, ça marche. Oui, donc Ouais. alors, c'est pas vraiment t'as pas signé de ta main avec ton Oui, propre voilà. stylo la photographie, peut-être moins de valeur, mais en tout cas, ça peut être Ce qui peut être fait, c'est ils m'ont proposé, c'était de venir en fait avant l'envoi. Donc par exemple, s'il y a, je sais pas, j'ai fait cinq ventes de print, ils me proposent en fait de tout envoyer en même temps et je viens les signer à la main directement sur place. Donc donc ouais, il y a toujours des possibilités. D'accord. Et Allez, je crois que vas-y, Corentin. c'était au niveau du support. Oui. Moi c'était du papier argentique, du Kodak, je crois. Ouais, non, vraiment, vraiment bien. Ils sont très rapides. Franchement, je recommande à 200%. Super. Les prix, Corentin, comment tu fixes tes prix? Comment tu gères cet aspect qui est, pareil, qui est un point important, hein, dès qu'on en discute avec des photographes, le prix revient. Même d'ailleurs, toutes les personnes qui veulent vendre Ouais, quelque chose en tant que freelance, le prix, c'est toujours un point super important. Il y a deux écoles finalement, hein. C'est soit tu prends tous les paramètres, donc tes coûts, tes investissements, ton retour sur investissement, ton amortissement, il y a voilà, l'allocation du bidule, du machin, voilà. Tu rentres tout, tu vois tout, combien ça te coûte vraiment au global, et après tu appliques un coefficient et puis tu te fais ta marge. Ou alors c'est vraiment en gros à la louche, tu dis moi je suis artiste, enfin voilà, c'est pas aussi ni bien ni moins bien, c'est je suis artiste, voilà, j'estime que mon travail vaut tant et je vends ma photographie de temps. Toi, tu te situes comment? alors, pour ce qui va être des prints, ça va être des prix fixes. Donc, il n'y aura pas de ristourne, il n'y aura pas on va dire de petites réductions. Mais par contre, sur de l'événementiel, ça va dépendre de ce qui est fait, en fait. Donc, plus la prestation va être lourde, plus je vais être, on va dire, enfin, je vais permettre aux gens de pouvoir gratter un petit peu d'argent. Mais sinon, non, j'ai des prix qui sont assez fixes. Puis après, je m'adapte aussi en fonction des personnes. Je sais que quand je fais des portraits, par exemple, d'étudiants ou de personnes assez jeunes, je vais m'adapter et inversement, et inversement. D'accord. Et c'est vrai que je trouve que ton idée de faire des prix fixes, en tout cas pour le print, c'est intéressant parce que, mine de rien, alors je suis bien placé pour le savoir, c'est que je le fais moi de mon côté, de faire voilà, c'est pas vraiment des soldes, mais en tout cas une opération particulière avec ton pourcentage. Donc, ça demande toujours une espèce de manipulation, en fait, toi en tant qu'administrateur de tes sites, de ta page de vente, de tes paniers, de tout ça. Donc, voilà, faut un code de réduction, faut que tu vérifies que les gens, des fois, ça marche pas. Bref, ça rajoute Ouais, forcément une petite couche de complexité, donc de temps aussi. Ça peut être intéressant, comment dire, mécaniquement, forcément, hein, voilà, une réduction qui est très rare, ça peut être intéressant, mais malgré tout, ça, évidemment, ça rajoute une contrainte supplémentaire. Il faut accepter de la gérer. Donc, effectivement, si tu vends pas énormément de print de ton côté, ça peut être intéressant de ne pas pratiquer ce genre de choses-là. C'est simple, c'est précis, c'est un tarif. Et c'est tu vends ça. tes ventes comme tu le fais de temps en temps. Et finalement, c'est un excellent compromis, temps passé et puis argent gagné en fait. Hein, je pense de faire comme ça. C'est ça, exactement, ouais. Ouais, ok. Exactement. Écoute Corentin, ah si, mais si la question, alors c'est pas la plus importante, hein, tout est important en fait, mais je voulais savoir, toi, alors voilà, parce que ce fameux syndrome de l'imposteur qui revient dès qu'une personne veut faire quelque chose, mais peu importe son avancée dans l'entrepreneuriat, peu importe finalement ce qu'elle veut faire dans sa vie, dès qu'on veut lancer quelque chose, on se demande toujours, au fond de nous, est-ce qu'on a, est-ce que j'ai légitimement le droit de faire ça? Est-ce que je suis bien placé pour? Est-ce que je suis pas trop jeune? Est-ce que je suis pas trop vieux? Je suis un homme, je suis une femme, est-ce que je peux? Voilà, bref, plein de milliers de questions en fait, tu vois, Mhm. qu'on a l'impression d'être légitime
et qui en réalité sont juste des histoires qu'on se raconte hein, quelque part. Donc voilà, et des histoires, ça peut se raconter d'une autre façon, donc ça c'est intéressant aussi. Mais voilà, toi, comment tu as géré ce syndrome-là, si tu l'as eu, pas eu, t'es jeune, ça fait pas si longtemps que ça que tu fais de la photographie, c'est pas ta formation initiale. Euh, Comment tu as géré cette entrée hein, dans le monde du business? Alors, c'est encore justement une question que je me pose énormément parce que la photographie, ça prend énormément de place aujourd'hui dans ma vie. Enfin, je pense tous les jours photographie quasiment, donc ça me prend énormément de temps et je me dis pourquoi pas à terme justement développer vraiment mon, une activité en fait professionnelle dédiée à ça. Et donc j'ai toujours en fait ce questionnement, donc je suis toujours en réflexion si justement après mon master je me lance à temps plein ou si je garde un travail à temps plein en CDI et à côté je fais mon activité photo. Donc non, je suis toujours dans ce justement ce questionnement. Et toi, qu'est-ce qui te rassure en fait dans ton travail? Alors bah déjà il y a une chose, c'est que je suis étudiant, je suis en alternance et j'arrive quand même à me faire de l'argent avec ça. Et je me dis que je suis pas à temps plein. Donc si je m'investissais en fait pleinement justement dans la photo, donc ça passe par de la prospection, mettre en place des techniques marketing, développer son compte Instagram. Je pense que et pas que Instagram, aussi son site internet. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais si je me concentrais vraiment dessus, je pense que je pourrais justement développer en tout cas un revenu qui me permettrait de vivre de la photo. Tu finis tes études là dans quelques mois. Yes. Derrière, tu vas être sur le marché du travail. Donc, the question va arriver. Hein, en gros, c'est ben, allez, est-ce que je cherche un travail? Attention, hein, je crache pas dans la soupe, moi aussi je suis passé par là, mais un travail classique, rassurant, qui apporte un salaire, qui apporte de la stabilité. Ou alors, tu vas aller sur l'aspect entrepreneur avec, bon, après, c'est les montagnes russes, hein, tu le sais Ouais. aussi, hein, quand même, tu le vis aussi, même si tu es encore étudiant, mais tu as déjà touché quand même ces émotions-là. En gros, tu sais déjà la décision que tu vas prendre là-dessus. Non, je sais pas du tout. Je suis totalement perdu. Je pense que enfin, si, enfin, ça va arriver très vite. Hein, donc là, vraiment, je pense que la première chose que je vais faire, ça va être vraiment de continuer mon travail, donc de voir où ça me mène, parce que je sais pas du tout si je vais trouver un travail en sortant de mes études. Mais tout dépendra en fonction de ça. Donc, si j'arrive à trouver quelque chose, je tente. Donc, j'essaye de faire quelques mois, quelques années dedans. Si je vois que ça me plaît et que je m'épanouis, bah, tant mieux. Et donc, à côté, je développerai quand même mon activité pro en tant que photographe. Et si je vois que bah, à terme, ça me plaît pas tant que ça, que je m'épanouis pas et que je me dis, ah, bah, j'aurais peut-être dû tenter l'entrepreneuriat, et bah, là, peut-être que je me lancerai. Ouais. Mais il y a, il y a, il y a deux écoles encore une fois là-dessus. Hein, c'est-à-dire que c'est soit tu es un peu à la méthode anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'en gros, ben, t'y vas et avec leur fameuse phrase, bon, je vais la dire en anglais, est-ce que ça peut être plus, mais en français ça ferait pareil, hein, fail is not an option, hein, en Mhm. gros, rater c'est pas une option. Donc tu y vas franco sur l'entrepreneuriat, tu ouvres ta boîte et puis de toute façon t'as pas le choix, il faut payer tes loyers, il faut payer tes factures, faut que tu te verses un salaire, il faut Ouais. bouffer. Donc en gros tu te sors les doigts pour faire ce qu'il faut pour que ta boîte elle tourne. Et là, c'est un peu la méthode anglo-saxonne. Et puis, tu as la méthode, alors je ne sais pas si c'est une méthode française, certainement pas d'ailleurs, mais plus soft, plus cool, plus tranquille, où tu as un métier à côté pendant un certain temps, le temps qu'il faut, de manière à ce que bah, tu puisses développer tranquillement, gentiment ton réseau, ton compte, Yes. et aussi faire les bons choix, parce que tu sais, quand on est dans le feu de l'action et qu'on doit justement vraiment sortir de la trésorerie, avoir la trésor, faire Mhm. des actions marketing parce qu'il faut que ça rentre, ben, des fois, on a du mal à prendre du recul et à prendre les bonnes décisions parce qu'on doit aller vite. Et les décisions, des fois, elles ne sont pas forcément très très bonnes stratégiquement, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Euh, voilà, Faut donc peut-être. c'est très, très personnel en fait tout ça. Ouais, ouais, bah après, comme tu dis, c'est peut-être parfois mieux d'attendre un petit peu, de se poser vraiment sur le sujet, de vraiment d'être prêt, de pas se lancer non plus à la va-vite
pour se louper en fait. Ouais. Et après, il y avait aussi j'avais aussi en tête avec des amis photographes, c'était de lancer une sorte d'agence donc de création de contenu et qui mêle à la fois donc création de contenu et stratégie digitale. Donc ça aussi c'était quelque chose qu'on avait en tête avec deux amis photographes. Donc voilà, c'est à réfléchir encore. On a pas mal de temps devant nous, on va dire ça comme ça. Donc je pense que ça viendra avec le temps et en fonction de l'avancée des projets de chacun. Ouais, carrément. Et puis, je sens vraiment, toi aussi, quand même, une espèce de fibre entrepreneuriale en toi. Et que, je sais pas, je t'imagine mal rester très très longtemps dans un métier bien sage, salarié. Je te vois quand même plutôt bah voilà, faire ton travail de photographe, quel qu'il soit, dans n'importe quel type de photographie. Voilà, bon, c'est mon sentiment du moment. Après, Mais honnêtement, dans mes précédentes expériences, je suis jamais resté plus d'un an. Donc j'ai fait 4 alternances. Mes 4 alternances, ça a duré qu'un an. Donc j'ai jamais trouvé quelque chose qui me fascinait vraiment dans le travail. À part cette année où j'aime vraiment ce que je fais. Donc, mais sinon, ouais, c'est très difficile. Enfin, ça a été très difficile avant en tout cas, d'adorer ce que je faisais, quoi. ouais, et puis prendre le temps de réfléchir, hein, de se poser. Mais prendre le temps, Ouais, c'est vraiment, c'est à un moment donné, se fixer. Alors, lors d'une précédente interview, j'avais beaucoup aimé cette expression, c'était prendre rendez-vous avec soi-même. Tu te fixes un rendez-vous avec toi-même et une fois dans la semaine, tu te fixes une demi-heure. C'est beaucoup et pas beaucoup, mais ça va être faisable, hein, voilà, pour la plupart des personnes. Tu fixes une demi-heure et puis tu te poses et tu te demandes ce que tu veux faire. Voilà, tu t'écris, tu parles, tu t'enregistres que pour toi en fait. Hein, voilà, tu diffuses pas ça et tu médites peut-être aussi, tu marches, tu fais de la photographie sans rien écouter. Et des fois, les idées peuvent germer, les convictions peuvent venir. Voilà, donc il faut aussi prendre le temps de s'écouter et on le fait en faisant vraiment carrément. ça. C'est pas juste une expression comme ça dans le vent, c'est vraiment on bloque ça et on s'écoute soi-même. Ça, c'est important de le faire. Je te remercie infiniment, Corentin. Tu as été C'était avec parfait. plaisir. Franchement, tu as été parfait. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était la première fois que tu faisais ce type d'exercice. C'est une des premières C'est fois en ça. tout cas. Ben, franchement, comme tes photographies, tu affiches beaucoup de maturité. Merci Et à toi, puis, Régis. pour donner un coup de pouce à l'émission, au podcast, la meilleure chose à faire, c'est de partager ça sur vos réseaux, sur Instagram, sur WhatsApp, par mail, de manière très classique. Ça marche aussi, évidemment. C'est de, si vous le voulez bien, laisser une note sur Apple Podcast, laisser un commentaire sympa de manière à pouvoir remonter. Comme dans YouTube, c'est pareil, hein, plus il y a de commentaires, plus il y a de partages, plus Apple le sait, plus les plateformes le savent et plus elles mettent en avant le podcast. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode.